All right, I think we can start. So, Prime Minister, ministers, ladies and gentlemen in the room, and also those viewing the event online. I understand there are many people actually viewing the event online, so the room is big, and we have the people who are not there filling the room virtually. Welcome to this first OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy. My name is Martine Durand, and it's a real pleasure for me to be here today and be your Master of Ceremonies for this important day devoted to discussions on building trust and strengthening democracy, with representatives from governments, from civil society, from the media, and the private sector. This event precedes and actually will feed into the OECD ministerial meeting that will take place tomorrow on the same topic. I am really particularly pleased to be here today with you, as I was actually personally involved when I was the chief statistician at the OECD in the development of statistical guidelines for measuring trust in public institutions, something at the time that was judged completely, not crazy, but almost. The guidelines were drafted in 2011 as part of the OECD Better Life initiative, where we endeavored to measure people's and societal well-being, and where trust were considered as one core element of well-being. So, you know, I have a personal interest in this event. The work that we did at the time paved the way for the development of the OECD Trust Survey, on which actually this event is building on, and which actually the results are so enlightening that they will also feed the discussion. Donc, nous aurons des orateurs qui alimenteront la discussion d'aujourd'hui et de demain. Mais je vais maintenant aborder certaines questions d'intendance, comme nous le faisons en général lorsque nous commençons cet événement. Tout d'abord, l'interprétation. La réunion va se dérouler en anglais et en français. Donc, il y aura des interventions également en espagnol et en ukrainien. Avant que le premier orateur ne prenne la parole en français, veuillez vérifier que vos écouteurs fonctionnent. Alors, en ce qui concerne l'assistance dans la pièce, il y a une équipe d'organisateurs qui peut vous aider si vous avez besoin d'écouteurs. Alors, à la fin de la conférence, n'oubliez pas de ne pas emporter vos écouteurs. Laissez-les sur vos sièges. Ce sera plus facile ainsi pour les organisateurs de les récupérer par la suite. Alors, un déjeuner buffet vous sera servi pendant le foyer principal. Là où vous venez de prendre le café et tous les participants sont les bienvenus. À la fin de cette discussion, nous aurons également un cocktail informel auquel tous les participants sont cordialement invités et qui aura lieu au même endroit. Bien sûr, nous vous encourageons à partager largement et à discuter de cet événement sur les médias sociaux avec l'hashtag « Renforcer la démocratie ». Tweetez, n'hésitez pas, faites tout ce qui est nécessaire pour que cet événement soit l'objet d'une grande diffusion. Mais sans autre préambule, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à son Excellence le Premier ministre du Luxembourg, M. Xavier Bettel, qui reçoit notre événement d'aujourd'hui, ainsi que la réunion ministérielle de l'OCDE avec son Excellence, la ministre de la Justice du Luxembourg, Madame Samantha Thompson. Bienvenue. Monsieur le Premier ministre, je vous donne d'ores et déjà la parole. Ladies and gentlemen, firstly, let me welcome you all to Luxembourg. Tomorrow I'm flying. Donc, demain, mesdames et messieurs, je m'en vais à Djerba pour la réunion de la francophonie. Donc, je vais soutenir la francophonie dans cette institution internationale et donc je vais continuer ma présentation en français. Donc, préparez-vous, préparez vos écouteurs. Moi, je voudrais vous remercier d'abord. Je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe
qu'il s'agisse de l'équipe luxembourgeoise ou l'équipe de l'OCDE. Le travail réalisé était fantastique pour permettre cette réunion d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont investi leur énergie dans cette organisation et j'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous pendant la pause déjeuner. En particulier de vous adresser ces quelques mots de bienvenue à l'occasion de ce premier forum mondial de l'OCDE intitulé « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie ». Quand on parle de démocratie, permettez-moi tout d'abord de faire un lien un peu avec la location dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous trouvons dans une salle, celle-ci et celle d'à côté, qui servent à organiser des conseils des ministres au niveau européen. Cette institution, l'Europe, qui est un projet de paix, et je reviendrai après, bien sûr, sur justement cette situation que nous connaissons sur notre continent, est née aussi au Grand-Duché de Luxembourg, et Luxembourg fait partie des capitales européennes. Et si vous avez le temps de visiter le Grand-Duché de Luxembourg, et le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas qu'une ville, c'est aussi plus d'une centaine de communes, vous verrez que juste à quelques mètres d'ici est la maison natale où est né Robert Schuman, père de l'Europe. Et ce projet européen est un projet qui nous tient à cœur. Et sachez qu'en tant que Madame Tanson, ancienne première adjointe de la ville de Luxembourg, et moi-même en tant qu'ancien maire de la ville de Luxembourg, je suis fier de vivre dans un pays où plus de 50%, plus ou moins 50% de la population au niveau national n'a pas le passeport luxembourgeois. En ville, plus de 70% de la population n'a pas le passeport national. Et nous n'avons aucun élu d'extrême droite, ni au Parlement, ni au conseil municipal. Nous savons que ériger des murs, que de vouloir faire une politique contre quelqu'un, contre une nationalité, contre une sexualité, contre une religion, est quelque chose qui n'est pas dans notre ADN et qu'au contraire, de faire ce melting pot et ce puzzle de différentes cultures, de différentes origines, différentes opinions est la force d'un pays et c'est aussi le succès de ce pays qui était un pays pauvre. Permettez-moi de le rappeler à ceux qui l'oublient trop souvent, qui était un pays pauvre, agricole, et que beaucoup de Luxembourgeois ont trouvé refuge aussi un siècle auparavant pour pouvoir avoir une meilleure vie. Donc n'oublions pas dans notre histoire que nous avons tous, à un moment, cherché une vie meilleure ailleurs. Certains ont tendance à l'oublier. Mesdames, Messieurs, la nécessité d'organiser un forum mondial avec le titre « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie » découle, et je dois malheureusement le dire, finalement en fait d'un constat d'échec. Nous nous étions, pour beaucoup, adonnés à l'illusion que l'histoire était avant tout un progrès linéaire vers l'émancipation de l'individu dans un monde où la démocratie deviendrait la forme inévitable de gouvernement pour notre humanité. Or, il n'en est rien et la multiplication d'événements préoccupants ces dernières années nous force à admettre que cette certitude est tout sauf gravée dans le marbre. Au contraire, certains acteurs opèrent plus ou moins sous couvert pour remettre en cause nos régimes démocratiques. Et cette tentative de désinformation avec comme objet de remettre en cause la démocratie connaissent un nouveau regain en marge de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. La Russie ne foule ainsi pas seulement au pied de le droit international, viole la souveraineté d'un État indépendant et crée des souffrances terribles à la population de l'Ukraine, mais utilise aussi la désinformation pour saper les fondements des démocraties qu'elle nie, dans la mesure où la vitalité de la démocratie est l'ennemi le plus redoutable des systèmes autocratiques. Et je veux saluer ici le courage du peuple ukrainien qui paye le prix fort, le prix du sang, contre un agresseur mu par une volonté destructrice et, permettez-moi de le dire, absurde. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas de raison à cette guerre. Ces femmes et ces hommes courageux sont en première ligne pour défendre leurs valeurs et leur système démocratique, mais aussi les nôtres. Et je dois vous dire, j'ai été il y a quelques mois à Kiev et aussi à Boutcha, et j'ai vu une population ukrainienne avec des souvenirs que je n'arriverai jamais à sortir de ma tête. J'ai rendu visite à une dame qui était dans un conteneur, car son appartement avait été détruit, qui avait son petit-fils qui était là, et je parlais au petit-fils, et je voyais qu'il n'y avait pas de réaction, et elle m'a dit qu'avec les bombardements, il n'entendait plus. Et qu'elle avait tout perdu. Mais qu'elle n'était pas démoralisée, qu'elle voulait continuer à se battre, et elle n'avait plus rien. J'ai vu un peuple qui a un courage, et pourtant, ne le prenez pas mal, mais la plupart d'entre nous pensions que cette guerre était une affaire de jours au début.
et que le peuple ukrainien allait être écrasé par le bulldozer russe. Et c'est cette ténacité, cette volonté de ne pas accepter tout simplement ce qu'un autre voisin leur veut, et l'aide, la solidarité internationale qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que l'Ukraine est un État qui existe. Et nous devons tout faire pour que cet État existe et que ce peuple aussi puisse survivre. Car n'oublions pas aussi nous-mêmes dans notre histoire, dans notre propre histoire. Aujourd'hui, les Allemands sont nos partenaires, sont nos amis. Mais qu'à un moment, le voisin allemand pensait mieux savoir que les autres ce que devait devenir un pays. Et même ici, au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons été écrasés par le bulldozer allemand. Et que pas loin d'ici, si vous vous promenez aussi au Grand-Duché de Luxembourg, vous verrez un cimetière avec plus des milliers de soldats, des jeunes Américains, pour la plupart. Et croyez-moi que la plupart d'entre eux ne savaient pas où se trouvait le Grand-Duché de Luxembourg. Et ils sont venus se battre pour nous. Donc, l'aide des autres est importante. Et si nous, dans notre propre histoire, nous n'avions pas eu la solidarité internationale et d'autres personnes qui se sont levées contre le régime nazi, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles circonstances nous serions. Et permettez-moi de citer quelque chose que j'ai tendance à citer régulièrement. Et moi-même, dans ma propre histoire et avec ma propre ADN, je n'aurais pas eu le droit de vivre dans ce pays. Je suis d'origine, j'ai un grand-père qui est juif, j'ai une grand-mère qui est orthodoxe, j'ai un grand-mère catho et un grand-père athéiste. Et donc, le fait d'avoir du sang juif m'aurait déjà condamné, d'être libéral, de ne pas être nazi m'aurait condamné. Et je suis marié à un Belge, donc à un homme, donc j'aurais été condamné 3 fois à mort, ici, dans mon propre pays. Donc les valeurs démocratiques sont quelque chose que l'on ne doit jamais oublier et jamais penser aussi acquis. Et je me permets de citer aussi les mots de l'auteur autrichien Stefan Zweig, qui écrivait ce qui suit dans son ouvrage majeur, Le Monde d'hier. « On ne croyait pas plus à des retours de barbarie tels que des guerres entre les peuples d'Europe qu'on ne croyait aux spectres ou aux sorcières. Nos pères étaient tous imbus de la confiance qu'ils avaient dans le pouvoir et l'efficacité infaillible de la tolérance et de l'esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières et les divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et qu'ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des biens, seraient impartis à tous les hommes. » Des parallèles peuvent être tirés aujourd'hui entre l'insouciance et la confiance dans l'avenir dépeint par Stefan Zweig dans sa description de l'Europe d'avant 14 et la situation que nous connaissons aujourd'hui. En effet, et comme à l'époque, nous confortions aussi dans cet esprit de conciliation, donc dans la certitude que nos démocraties et le système multilatéral s'imposeraient pour garantir la paix et la sécurité entre les nations. Bien entendu, un narratif savant et construit pour transposer le débat sur le terrain des politiques menées de l'Occident est ainsi vilipendé pour son action aux valeurs diamétralement opposées à celles que chériraient ceux qui les pourfendent. Mais ne soyons pas dupes. À travers ce genre de critique de l'Occident, ce n'est pas la politique menée par l'Occident qu'on veut critiquer, non, c'est la démocratie que l'on cherche à affaiblir. Ce n'est pas l'Occident en soi qui est perçu comme une menace par les régimes antidémocratiques et autoritaires, non, c'est le désir de démocratie de leur population qui est perçu comme une menace, car il autorise la liberté, il autorise la critique, il autorise la faculté, en fait, de pouvoir choisir son propre destin, mettant ainsi en péril l'emprise de ceux qu'ils ont sur leur population. Mesdames, Messieurs, Stefan Zweig continue en écrivant qu'il lui a fallu être le témoin impuissant et sans défense de cet inimaginable retour de l'humanité à un état de barbarie qu'on croyait depuis longtemps oublié, avec ses dogmes et son programme anti-humain consciemment élaboré. On aurait pu croire que le monde d'hier, évoqué par Stefan Zweig, serait une époque révolue, mais nous devons malheureusement nous rendre à l'évidence que ces graines continuent à être semées, et même encore aujourd'hui. Ne soyons pas, de notre côté, les témoins impuissants et sans défense face à un monde que nous croyons appartenir au passé, et restons vigilants pour défendre nos valeurs démocratiques. Et rappelons-nous ce que nous avons connu sur notre territoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est dur ce que je vais dire, mais pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que sont des valeurs démocratiques et jusqu'à où peut aller l'homme, allez voir Auschwitz.
Allez voir Auschwitz où vous allez avoir des salles remplies de cheveux, des salles remplies de chaussures, des salles remplies de prothèses, des salles remplies de lunettes, des salles remplies de valises avec seul matricule, un nom et une date. Et Auschwitz, ce n'était pas une machine, ce n'était pas un robot, ce sont des hommes qui l'ont fait. Mesdames, Messieurs, votre présence nombreuse ici lors de ce forum est un signal encourageant. Vous n'acceptez pas le fatalisme, mais vous êtes au contraire déterminés à œuvrer pour renforcer la démocratie. Pour notre pays, pour le Grand-Duché de Luxembourg, pour mon gouvernement, pour ma collègue, c'est un rendez-vous qui est très important. Pour un pays comme le mien, qui a été, je vous l'ai dit, dans son histoire ballotté en fait au gré des choix politiques de ses plus grands voisins, cet esprit de conciliation qui est le terreau indispensable d'une société démocratique et qui est à la base des relations internationales modernes est donc également le garant le plus sûr de notre paix et de notre sécurité. Et c'est pour cela que notre pays est un ardent défenseur du multilatéralisme et s'engage aussi résolument dans l'élaboration de réponses communes aux défis auxquels nos sociétés démocratiques font face. Cet esprit de conciliation est aussi la base du modèle luxembourgeois et se retrouve comme un fil rouge à travers la manière de faire la politique au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons eu encore, quand je parle de conciliation, maintenant un tout autre niveau qui n'a rien à voir avec une paix militaire, mais une paix sociale aussi. Et nous avons ce modèle qui s'appelle la tripartite au Grand-Duché de Luxembourg, où il y a quelques semaines, nous étions ensemble avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec le patronat, ensemble à voir quelle réponse commune on pouvait donner à cette inflation aujourd'hui sans écraser l'économie avec un système d'indexation des salaires qui aurait fait que les salaires auraient augmenté de 12,5%, intenable pour une économie, mais en prenant en compte aussi que l'augmentation des tarifs, des prix de la denrée alimentaire rendent la vie de nos concitoyens plus difficile de jour au jour. Et trouver ce juste équilibre. Et cette tripartite a permis de dégager un accord commun. Et la dernière grève générale au Grand-Duché de Luxembourg remonte à mon enfance, quand dans d'autres pays, la grève est régulière. C'est un constat. Donc, chers participants, faire prospérer la démocratie exige un engagement. Il exige un dévouement et ne correspond pas à quelque chose qui est instantané. C'est un travail de longue haleine. Un engagement, tout d'abord, pour que la démocratie vive, il faut prendre activement fait et cause pour elle et justement aussi pour les valeurs qu'elle porte. Même si ce n'est pas populaire, et la différence très souvent entre un populiste et un démocrate est qu'un populiste aura la réponse la plus courte à la question la plus compliquée, alors qu'un démocrate aura souvent une réponse plus longue et plus compliquée à la question la plus courte. Mais ne pas tomber dans le piège du populisme. Et on le voit même dans certains pays où d'autres partis traditionnels courent derrière les populistes. Et croyez-moi que c'est que rendre fertile le terreau aux populistes de vouloir les imiter. Et la démocratie possède cette capacité de fournir à la société une méthode de résolution des conflits pacifiques, car elle accepte et encourage la diversité des opinions et l'aptitude à pouvoir gérer cette diversité d'opinions dans une seule et une même société. Et cela nous impose un devoir de lutte contre la mésinformation ou la désinformation, ce à quoi vous allez vous atteler dans le cadre de ce forum global et de son premier pilier, l'investissement dans le journalisme. Pour certains, et je me permets de le dire, même au sein de l'Union européenne, dans certains pays, les journalistes ne sont pas libres de pouvoir faire leur travail. Les juges ne sont pas libres de prendre des décisions sans avoir un risque d'être démis de leurs fonctions. Et je ne parle pas de l'autre bout du monde, je parle au sein de l'Union européenne. Ne l'oublions pas. Et donc nous devons avoir une confiance que les citoyens ont dans les institutions et dans les pouvoirs publics. Et je dois vous dire que la propagation d'informations fausses et trompeuses met en effet gravement en péril le libre-échange d'informations fondées sur des faits qui sous-tendent la démocratie et la confiance dans les institutions politiques. Et nous l'avons tous vécu aussi ces dernières 2 années avec la crise du Covid. Alors que nous avons connu avant une crise qui était une crise de confiance par rapport aux politiques. Nous avons connu une crise de confiance même par rapport à la médecine, par rapport à la science.
quelque chose de tout nouveau. Nous avons connu des démonstrations, nous avons connu des manifestations, nous avons connu des actes de violence. Nous avons connu des familles, même où celui qui n'était pas vacciné ou celui qui était vacciné se sentait exclu par rapport aux autres, alors que c'est un choix personnel. Et surtout, un apport médical et scientifique que certains contestaient. Et donc, nous l'avons vécu avec les fake news. Et très souvent, et c'est pour ça qu'il est important d'investir dans la presse, car il est important de dénoncer justement ces fake news. Ça va faire, il y a 23 ans que j'ai été élu au Parlement. Il y a 23 ans, la politique annonçait les nouvelles. Aujourd'hui, la politique, très souvent, doit justifier les fuites. Elle doit argumenter, elle doit défendre, alors que l'annonce était à l'époque la nouvelle. Aujourd'hui, très souvent, c'est la réaction du politique que l'on attend. Donc il est important de préparer la société à répondre à ces menaces de fausses informations en renforçant la transparence et la prévention contre ce fléau. Et je voudrais saluer dans ce contexte aussi l'enquête de l'OCDE sur les déterminants de la confiance dans les institutions politiques, sur laquelle vous allez vous pencher dans quelques instants, qui fournit une mine d'informations qui nous permettent de faire le point sur la situation, de déterminer quels doivent être nos champs d'action prioritaires. Et quand je parle aussi d'études de l'OCDE, permettez-moi justement, parce que je viens de parler aussi du Covid, de remercier l'OCDE pour le travail que nous avons fait ensemble. Car après la crise, on n'a jamais eu autant de spécialistes Covid dans notre population que pendant la crise. Le Parlement, je pense que je n'avais pas un parlementaire qui ne savait pas tout. On a des spécialistes sur tout. Et donc, il est très, très important, et c'est ce que nous avons fait, d'avoir un œil extérieur pour juger la politique que l'on a fait. Comme toujours, une majorité va dire « on a fait presque tout bien ». Une opposition va vous dire « vous avez presque fait tout faux ». Mais pour moi, ce qui est important d'une situation, c'est d'apprendre. D'apprendre ce qu'on a fait de bien pour pouvoir le continuer, mais pouvoir surtout apprendre les erreurs et pour ne plus les refaire. Et c'est pour ça que nous avons demandé à l'OCDE de faire une étude, de voir ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Et en ayant, au Grand-Duché de Luxembourg, un des points qui était important quand on parle de confiance aussi, intégrer le débat parlementaire à chaque décision. Nous avons, au Grand-Duché de Luxembourg, la possibilité d'avoir l'état de crise, qui permet au gouvernement de légiférer sans Parlement. Cela doit rester l'exception. On ne peut pas, pendant 2 ans, décider sans avoir un débat politique, un débat opposition-majorité. Et c'est quelque chose que nous avons choisi. Alors c'est vrai, du coup, on prend plus de temps. Mais du coup, beaucoup de choses peuvent être aussi éclaircies. Et je tiens à remercier aussi les institutions pour avoir permis de fonctionner de manière plus ou moins normale. Et quand je parle de fonctionnement et de situation exceptionnelle, moi-même étant élu libéral, avec un gouvernement qui défend ses valeurs démocratiques, une des décisions les plus dures a été de restreindre les libertés individuelles des uns et des autres. De dire aux gens, vous ne sortez pas, vous rentrez à telle heure à la maison, vous n'avez pas le droit de voir vos parents ou vos grands-parents pour votre anniversaire ou pour Noël. Ce sont des décisions qui sont tellement difficiles. De dire à un commerce, non, vous ne pouvez plus ouvrir. Alors que pour certains, c'était devenu presque une situation permanente et qu'ils avaient du mal quand on leur redonnait des libertés. Imaginez-vous dans quelle situation on en est arrivé pour certains. Et on doit aussi se poser la question, alors les uns voulaient tout fermer, les autres voulaient tout ouvrir, et d'avoir trouvé l'équilibre entre restriction et liberté, sans jamais oublier que les libertés doivent être le pilier et l'épine dorsale de toute décision que l'on prend. Mesdames, Messieurs, la démocratie aussi a un dévouement, car il n'est pas suffisant de proclamer son attachement aux principes démocratiques. C'est facile de faire les discours, de dire « je suis pour ». Mais il faut aussi servir et défendre ces idéaux. Nous devons tout d'abord être honnêtes avec nous-mêmes, car même au sein des pays avec une longue tradition démocratique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on constate actuellement une érosion dans la confiance dans les institutions publiques. Cette érosion de confiance doit nous alerter et elle ne peut pas nous laisser insensibles. Et nous devons absolument inverser cette tendance et réduire l'écart entre la volonté légitime et démocratique de nos citoyens et la perception par les citoyens des décisions politiques prises par leurs représentants. Les attentes de nos citoyens en termes de représentation ainsi que de transparence et d'intégrité des institutions ont évolué.
Nous devons réaffirmer notre dévouement à cet autre fondement de la démocratie, ce deuxième pilier du Forum global qui est le droit effectif aussi à l'expression politique. Nous avons une obligation morale en tant que décideurs politiques de prendre en compte l'évolution des attentes de nos citoyens en matière d'expression politique afin d'œuvrer à un renforcement de la représentation et de l'ouverture dans la vie publique et créer davantage d'opportunités à l'appui d'une politique publique inclusive. Et ce n'est pas évident de le faire toujours. Et nous en avons fait l'expérience il y a quelques semaines où nous avons présenté ce qu'on appelait le Klimabild. Ce sont 100 citoyens que nous n'avons pas choisis, mais avec l'université et avec un institut de sondage ont été choisis. Des gens qui représentaient les différentes facettes de notre pays. Et on leur a demandé « Que pensez-vous de la politique de l'environnement ?» Ce que l'on doit faire. Le constat est que notre population est en avance sur nous et que très souvent nous sommes frileux au niveau des défis climatiques qui nous attendent par rapport à ce que attendent notre population. Et des propositions ont été faites et ces propositions doivent être écoutées. Ces propositions doivent être, le pire que ce serait, c'est de les mettre à la poubelle sans avoir un débat politique dessus, sans avoir un échange et sans aussi en prendre certaines. Donc faire des shows à Libye où on dit « vous participez, mais après c'est nous qui décidons », ça a été pour certains élus un des motifs, des refrains lors de cet échange que nous avons eu avec eux en disant « oui, mais nous sommes élus, nous avons la légitimité ». C'est la plus grande erreur de penser que la légitimité est quelque chose qui pour 5 ans est acquis, que le soir des élections, j'ai une légitimité pour 5 ans. Le contact, l'écoute est importante. L'écoute sans tomber aussi dans l'opportunisme. Car nous avons aussi une responsabilité politique. Et je vais prendre un exemple ici qui peut peut-être perturber l'un ou l'autre. Le lendemain d'un viol d'un enfant, 80% de votre population va vous dire « je suis pour la peine de mort pour l'auteur ». Ne tombons pas dans ce piège de prendre des décisions sur le moment, de vouloir juste répondre à une masse qui demande quelque chose. Car n'oublions pas, et je suis de formation avocat, et j'ai fait beaucoup de droit pénal, que nous avons condamné au nom de notre société des gens à mort alors qu'ils étaient innocents. Donc ne tombons pas dans les échos que l'on entend, dans les messages Facebook que l'on reçoit. Il faut garder une ligne, mais il faut rester aussi à l'écoute. Il faut pouvoir justifier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1957, le traité de Rome et l'Union européenne. Si on avait demandé à l'époque à nos populations s'ils étaient d'accord que la France et l'Allemagne fassent un projet ensemble, je suis convaincu qu'on n'aurait pas eu de majorité dans la plupart des pays européens pour pouvoir avoir ce projet de paix. Donc il faut avoir des fois du courage en tant que politique. Il faut des fois prendre des décisions qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires. Mais elles seront acceptées par votre population si vous savez les expliquer. Pour moi, la politique, c'est d'abord, vouloir une décision. Après, écouter ses conseillers, les différents acteurs. Après, décider, sans oublier d'expliquer. Et c'est très souvent le problème qu'on a, que l'on oublie aussi d'expliquer. Nous voyons que la démocratie est un bien fragile mais précieux et que nous devons aussi la préserver pour nos générations futures comme les générations qui nous ont précédés et en fait qui se sont battues pour les valeurs démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Un régime démocratique ne sera jamais achevé. La démocratie nécessite une attention, elle nécessite un engagement constant, un travail parfois difficile, parfois des fois compliqué, mais indispensable justement à sa continuité. Dans ce contexte, nous devons prendre en considération le progrès technologique. Rappelez-vous, il y a 15 ans, 20 ans, on vous téléphonait, un journaliste vous demandait une information, il disait « je dois l'avoir jusqu'à ce soir 7 heures car je dois l'imprimer ». Aujourd'hui, il y a même une course à l'information, car c'est celui qui sortira la première push news qui aura le plus de clics. Donc, dans ce contexte, nous devons vraiment pas remettre en question entièrement le mécanisme institutionnel traditionnel, mais trouver aussi dans ce monde analogue qui existe aujourd'hui aussi les réponses qu'on peut donner. Et on ne doit surtout pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, ou pour le dire encore une fois en citant Stefan Zweig,
être persuadé que les progrès techniques de l'humanité devraient fatalement entraîner aussi une rapide ascension morale. En effet, bien que la numérisation engendre des défis importants à l'égard d'un certain nombre de droits fondamentaux, justement, et de valeurs démocratiques, la transition numérique offre aussi un cadre propice aux individus de mieux exprimer leurs inquiétudes. Il est ainsi dans la révolution numérique, comme dans toute autre chose, du bien et du moins bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, car c'est la rapidité, c'est la diffusion. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous êtes tous diffuseurs. Vous pouvez aujourd'hui, je tiens à le rappeler que le téléphone au début, c'est pour téléphoner. Mais que la plupart, aujourd'hui, filment et voyez les répercussions chez des jeunes. Nous avons des jeunes qui se suicident car ils retrouvent des films de eux sur TikTok avec un harcèlement moral qui les pousse à bout. Donc, ne l'oublions pas aussi. Et on doit saisir les opportunités et en éviter les écueils. Nous devons aussi revoir nos systèmes de procédure, de gouvernance publique, afin de récolter pleinement les bénéfices des outils numériques, tout en leur relevant, comme je vous dis, les défis qu'ils posent. Ce sera, je ne vous le cache pas, un travail difficile, un travail compliqué, mais indispensable. Finalement, à l'échelle internationale aussi, et c'est le troisième pilier de ce forum mondial, nous devons nous donner les moyens d'assumer nos responsabilités mondiales et renforcer la résilience de la démocratie face à l'influence étrangère afin de consolider la démocratie dans un monde globalisé. Mesdames, Messieurs, la démocratie reste, j'en suis convaincu, le seul système de gouvernement qui permet de réaliser et de maintenir justement cette société inclusive, cette société prospère, cette société durable et pacifiée à travers une auto-évaluation et aussi une auto-amélioration qui doit être permanente. Permettez-moi, avant de conclure, de remercier bien chaleureusement la secrétaire générale adjointe, Mme Carrie-Anne Jones et Mme Elsa Pilichowski, directrice de la gouvernance publique, et leurs collègues pour le travail justement de préparation pour ce forum mondial ambitieux, mais aussi ma collègue Sam Tanson, comme je l'ai déjà dit au préalable, pour son engagement. Quant à vous, mesdames, messieurs, votre présence ici est essentielle, c'est un signe d'engagement fort pour les valeurs démocratiques que nous devons préserver tous ensemble. Nous sommes à un moment charnière, nous avons connu la guerre froide. Certains pensent que le monde futur sera un monde bipolaire, sera un monde où on défend les valeurs démocratiques contre ceux qui ne défendent pas les valeurs démocratiques. Moi, je peux juste vous garantir que même si défendre des valeurs démocratiques n'est pas populaire chez certains, il faut le maintenir. Et je me permets juste de vous dire une chose, car nous le connaissons tous au quotidien. Nous sommes tous, si nous sommes ici, convaincus qu'il est important de les défendre. Et pourtant, nous vivons tous des moments, une fête de Noël, un pot entre amis, où quelqu'un a des propos qui ne sont pas acceptables. Ne soyez pas silencieux. Ne vous taisez pas. Ne vous dites pas dans votre tête « c'est inacceptable ». Dites-le haut et fort. Dites votre désapprobation par rapport à ce qui n'est pas acceptable. Car moi, je suis juste intolérant à une chose, c'est à l'intolérance. Et nous devons tous l'être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ces messages très importants et ce rappel en particulier à l'histoire et aux valeurs démocratiques, ainsi qu'à, je dois dire, aux développements récents auxquels vous avez fait allusion, qui mettent à mal les fondements de la démocratie et la nécessité de répondre aux défis qui se posent à la fois individuellement et collectivement. Merci encore pour votre discours, Monsieur le Premier ministre. I would now like to invite you to look towards one of the screens for a keynote address from His Excellency. Je voudrais maintenant vous demander de regarder les écrans pour que nous puissions entendre le discours du Premier ministre belge, M. Alexandre De Croo. Mesdames et messieurs, en tant que pays de l'OCDE, depuis des décennies, nous avons fait énormément de progrès. Le niveau de vie a augmenté. Nos économies sont en croissance avec des hauts et des bas. Mais la prospérité continue d'être un fait de tous les jours. Alors ceci a été possible grâce à la coopération entre les peuples et entre les pays. Une coopération qui est basée pas sur les règles ou du contrôle, mais sur la confiance. En fait, la confiance
permet au marché de fonctionner. C'est la confiance qui permet de créer des démocraties fortes. Comme l'a dit Roger Putman dans sa recherche sur la confiance et la société, la confiance est le capital social le plus important d'une société. Si une société se développe, c'est parce qu'il y a la confiance. Mais la confiance de la société est souvent mise à mal. Elle l'est aujourd'hui, avec la 4e révolution industrielle. Et en même temps, ça crée des opportunités extraordinaires. Et les gouvernements ont l'occasion de se rapprocher de leurs citoyens, des consommateurs, des clients. C'est un catalyseur de transparence, de démocratie et de développement. Et en même temps, le phishing, le hacking met à mal la confiance. Et sans parler bien sûr des fausses informations. Et qu'en est-il aussi de la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine aujourd'hui? En plus de la polarisation des sociétés, ça crée des incertitudes et de la méfiance. Mais malgré tout cela, j'ai confiance, je reste confiant parce que j'ai également vu ce qu'on peut faire et ce qu'on a déjà réalisé depuis des décennies. Nous avons toujours trouvé des solutions grâce à la coopération. Mais surtout, on a toujours réussi parce que la confiance est quelque chose d'illimité, de sans fin. Des ressources, on peut les perdre. Mais on peut continuer de croître et de grandir grâce à la confiance. Merci. Thank you very much, Prime Minister De Croo, for this work. Merci beaucoup au Premier ministre Alexandre De Croo pour son discours. J'ai maintenant souhaiter une bienvenue particulièrement chaleureuse à Oleh Nemchinov, ministre du cabinet des ministres de l'Ukraine. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, comme nous le savons, les membres de l'OCDE condamnent l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, et dans les termes les plus forts, et se montre solidaire vis-à-vis du peuple ukrainien et du gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine. Alors, Monsieur le ministre, nous pensons bien qu'il n'a pas été facile pour vous de venir au Luxembourg, d'être ici avec nous aujourd'hui, notamment vu les derniers incidents de ces derniers jours dans la région de Kiev et à la frontière avec la Pologne. Nous apprécions vraiment les efforts que vous avez déployés. Et c'est très important pour nous que l'Ukraine soit représentée ici à ce moment tout à fait particulier, comme nous l'a rappelé le Premier ministre luxembourgeois. Votre intervention d'aujourd'hui, votre présence sont une contribution essentielle à nos discussions d'aujourd'hui pour que ce qui se passe aujourd'hui ne se reproduise plus jamais. Donc, votre contribution est essentielle à nos discussions d'aujourd'hui sur les défis géopolitiques actuels pour la démocratie. L'intervention du ministre ukrainien sera en ukrainien avec une interprétation en anglais et en français et en espagnol. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Et une fois de plus, merci beaucoup d'être là. Cher Monsieur le Premier ministre, chers collègues, j'ai préparé un grand discours de motivation pour remercier tous nos collègues européens de soutenir pour leur soutien pendant ces temps difficiles. Mais depuis 1h40, tout le territoire ukrainien vit en régime d'alerte aérienne une nouvelle fois. Et je suis ici dans le grand comté luxembourgeois, mais je ne peux
peux pas me connecter de les réalités, des dures réalités ukrainiennes. Moi, j'ai vu 2 missiles ont été abattus au-dessus de Kiev et 2 drones kamikazes. 4 missiles ont frappé Dnipro, 6 missiles à Odessa, des missiles à Vinnytsia, les enfants morts à Dnipri, des blessés à Odessa, à Dnipro. C'est seulement les 40 dernières minutes, des blessés et potentiellement des morts à Odessa. Donc, je ne peux pas me déconnecter de mon smartphone. C'est très difficile de me déconnecter de ces réalités et même ma première réaction quand j'arrive dans un lieu, c'est de me demander où est l'abri anti-aérien, où sont les parkings souterrains, où je peux m'abriter. Je me suis habituée à cela parce que je vis moi-même et mon pays vit depuis 9 mois dans ce régime, surtout les habitants des grandes villes ukrainiennes. Mais je reviens tout de même et je veux me recentrer mes propos par rapport à ce que je préparais comme discours pour vous adresser. Parce que je me dois, et notre pays doit remercier sincèrement les représentants des pays membres de la communauté OSCE. Et aujourd'hui, je me trouve ici dans ce forum et je dois dire ici que je suis ici un invité. Je ne suis pas un représentant de pays membres à part entière de pays de l'OCDE, mais je voudrais réaffirmer ici que l'Ukraine est résolument décidée d'avancer sur ce chemin et de devenir un membre entier de l'OCDE. Depuis le mois de février, malgré le contexte de guerre, nous continuons d'avancer sur le plan de standards, sur le plan des réformes pour correspondre pleinement aux standards des pays membres de l'OCDE. Et ceci malgré la guerre. Pour parler des standards, je parlerai aussi de l'histoire ukrainienne, qui est toute notre histoire en témoigne, et que toute notre histoire c'était la lutte pour être conforme aux standards de la liberté, aux standards de la démocratie. J'étais très sensible aux propos qui étaient prononcés et les références à l'histoire par le Premier ministre luxembourgeois. C'est vrai que l'Ukraine ressemble beaucoup à l'histoire du comté et c'est une histoire qui c'était longtemps de pays qui était longtemps chamboulé et notre lutte pour cette liberté, elle remonte pas au 2014, elle remonte bien plus longtemps. Mais je voudrais particulièrement me référer à la révolution du Maïdan, la révolution de dignité. Aujourd'hui, l'Ukraine représente ce territoire de liberté, cette aspiration vers la démocratie qui est menacée à la fois par le voisin russe et par le voisin bélarusse qui a prêté son territoire pour une attaque d'envergure, pour une guerre totale. Aujourd'hui, la Russie exerce une terreur totale, une terreur massive. Et c'est non seulement les massacres que nous avons découverts à Boutcha et ensuite à Izium, lorsque ces territoires ont été déoccupés, et maintenant à Kherson, où on trouve de nouvelles fosses communes et de nouveaux lieux de massacre. Et nous voyons que c'est la seule garantie que maintenant nous avons pour défendre notre liberté, notre vie, c'est de lutter pour la démocratie. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, dans cette lutte, défendent non seulement la démocratie en Ukraine, mais aussi la démocratie en Europe et dans le monde. Je suis très, très fière des propos qui ont introduit mon intervention ici. Merci beaucoup pour votre soutien. Mais
J'espère vraiment que l'avenir est proche et que nous pourrons tenir ce genre de forum à Mariupol, à Yalta ou dans une autre ville ukrainienne. Car il est très important, après tout ce qui s'est passé, de renouveler la confiance en nous-mêmes, en nos valeurs. Et l'Ukraine, en ce sens, est un membre à part entière de la communauté des valeurs européennes. Et l'Ukraine est prête à tout faire pour obtenir cet objectif. Depuis 24 février de cette année, le gouvernement ukrainien travaille 24 heures sur 24 et le président ukrainien Volodymyr Zelensky travaille 24 heures sur 24. Nous avons maintenu donc la continuité des services publics. Nous avons le Parlement ukrainien a siégé et a tenu toutes ses séances, même quand l'ennemi a été à 40 km de Kiev. Dans cette phase actuelle, nous voyons à quel point c'est important la bonne motivation et le bon cap pour le gouvernement, à quel point ça peut garantir la résilience et la fiabilité des institutions et de l'État. Grâce à ce cap que le gouvernement ukrainien tient, l'État ukrainien puisse fonctionner. Et nous pouvons continuer tout ce qui a été commencé avant le 24 février, ça continue maintenant. Je voudrais remercier pour cette invitation. Je voudrais remercier aussi tous les gouvernements et tous les peuples qui soutiennent l'Ukraine pendant ces temps très durs. Gloire à l'Ukraine. Thank you so much, Minister. Merci, Monsieur le ministre Nemchinov. Désolé, j'ai mal prononcé votre nom. Monsieur Nemchinov, nous sommes très impressionnés par le courage du peuple ukrainien et du gouvernement ukrainien dans la défense des valeurs démocratiques qui nous tiennent à cœur. Nous apprécions également les efforts consentis par le gouvernement ukrainien, même en période de guerre, pour effectivement entreprendre les réformes nécessaires afin de rejoindre l'OCDE. Et donc, toutes nos félicitations. Merci à nouveau. Eh bien, maintenant, j'aimerais demander à la secrétaire générale adjointe de l'OCDE, Kerry Ann Jones, de monter sur scène. Cher Premier ministre Petel, Premier ministre Ardern, ministre Nemchinov, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, je voudrais remercier le ministre Tanson d'avoir accueilli ce forum mondial qui rassemble les voix de la démocratie et qui alimentera, grâce au point de vue de la société civile, les pays partenaires et des entreprises, la réunion ministérielle qui se tient actuellement. Les arguments en faveur d'une action visant à renforcer nos démocraties sont clairs. Il est absolument nécessaire d'entreprendre des actions pour renforcer la démocratie. Les intervenants avant moi ont, avec beaucoup d'élégance, exprimé ce fait. Tout ceci dans un contexte d'agression de la Russie contre l'Ukraine, d'une crise du coût de la vie, de la reprise après la pandémie mondiale et d'une urgence climatique de longue date. Si nous observons des signes prometteurs d'une participation politique accrue dans le monde entier, les jeunes prenant la tête de la lutte contre le changement climatique, les mobilisations mondiales en faveur des droits des femmes et de la justice raciale, les défis à relever pour la démocratie sont considérables. Même dans les démocraties les plus établies, ces tendances mettent les institutions à l'épreuve et elles entravent la capacité des gouvernements à faire progresser les citoyens. Mais je ne veux pas vous parler du pourquoi. Je veux surtout vous parler du comment.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, la communauté de vue de l'OCDE repose sur un ensemble de valeurs fondamentales partagées. Celles-ci comprennent un engagement en faveur de la démocratie pluraliste fondée sur l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Et permettez-moi d'ajouter ici que l'une des forces uniques de la démocratie est sa capacité à reconnaître ses faiblesses et ses imperfections et à y répondre de manière ouverte et transparente. Il y a plus d'un an, les membres de l'OCDE, par l'intermédiaire du Comité de la gouvernance publique, ont franchi une étape importante en convenant que le renforcement de la confiance dans les pouvoirs publics et de la démocratie devait devenir une priorité. Depuis lors, les membres, avec le soutien du personnel de l'OCDE, ont travaillé dur pour établir un programme clair et ambitieux dans le cadre de l'initiative de l'OCDE pour le renforcement de la démocratie. Cette initiative repose sur des bases solides. Elle s'appuie sur la première enquête de l'OCDE sur la confiance, un exercice au cours duquel 22 pays de l'OCDE ont fait un premier pas important pour comprendre ce qui motive la confiance dans les pouvoirs publics. Ce n'était pas nécessairement une étape confortable, mais elle était essentielle. Pour que l'action gouvernementale soit efficace dans une démocratie, un nombre suffisant de citoyens doit avoir confiance en leur gouvernement. Vous en saurez plus sur ces résultats lors de la prochaine session. Les membres ont ensuite identifié 5 défis clés en matière de gouvernance pour la démocratie. Ceux-ci sont reflétés dans chacune des sessions de ce forum mondial. Ils sont également abordés dans une publication qui s'intitule « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie, préparer le terrain à une action mondiale » lancée aujourd'hui. Je vais vous expliquer très brièvement. Tout d'abord, lutter contre la désinformation. Comme l'a dit notre collègue ukrainien, la désinformation polarise le débat public, sape la volonté du public de s'engager dans la vie démocratique et entrave la recherche d'un consensus dans la société. Les gouvernements sont aux prises avec ce défi. La question est de savoir comment assurer un écosystème de l'information qui rend la démocratie robuste et inclusive, qui renforce l'état de droit, qui défend la liberté d'expression et qui favorise un débat fondé sur des preuves. Nous avons besoin d'une approche de la société dans son ensemble pour aborder cette question. Deuxièmement, renforcer la représentation et la participation des citoyens. L'enquête de confiance de l'OCDE nous apprend qu'une majorité de citoyens n'ont plus le sentiment de pouvoir s'exprimer. Moins d'un tiers des personnes interrogées, par exemple, pensent que le gouvernement adoptera les opinions exprimées lors d'une consultation publique. Comment s'adapter aux attentes croissantes et évolutives des citoyens et comment assurer une représentation efficace dans le contexte actuel? Comment donc s'assurer de tout cela vu le contexte? Troisièmement, renforcer les capacités mondiales des gouvernements. Un nombre croissant de défis mondiaux met à l'épreuve nos démocraties en matière de prise de décision par consensus. Dans le même temps, la protection de nos sociétés ouvertes contre les influences étrangères non démocratiques est également devenue une priorité. Comment renforcer la capacité des démocraties à relever les défis mondiaux tout en les protégeant des menaces extérieures? Quatrièmement, gouverner vert. Le changement climatique est un excellent exemple de défi mondial que les démocraties s'efforcent de relever. Seuls 35% des répondants des sondés à l'enquête de confiance de l'OCDE sont convaincus que leurs gouvernements parviendront à atteindre leurs objectifs climatiques. Comment les démocraties peuvent-elles transformer leur façon de gouverner pour répondre efficacement à ce problème? Et cinquièmement, comme nous l'avons entendu de la bouche du Premier ministre, la démocratie numérique. Nos institutions démocratiques ont été développées pour le monde analogique. La numérisation présente à la fois des opportunités et des défis pour la démocratie. Mais saurons-nous y répondre? Il s'agit donc d'une série de défis assez impressionnants concernant nos valeurs partagées. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que pour réussir à les relever, nous ne pouvons pas travailler seuls. C'est le point principal du Forum mondial d'aujourd'hui. Cet événement rassemble un mélange unique d'esprits, des décideurs, des universitaires, la société civile, des organisations internationales et des représentants de tous horizons. Nous avons une occasion unique d'explorer ensemble un programme orienté vers l'action pour rétablir la confiance dans les institutions publiques et discuter des principaux défis de la gouvernance publique pour la démocratie.
Vos discussions d'aujourd'hui seront entendues demain par les ministres des pays de l'OCDE lorsqu'ils discuteront des actions concrètes qu'ils peuvent entreprendre pour renforcer nos démocraties. Mesdames et messieurs, il est temps de discuter ensemble de la manière d'approfondir et de protéger nos institutions démocratiques et de les améliorer. Nous devons réfléchir à de nouvelles logiques, à de nouvelles formes de collaboration, à de nouvelles formes de responsabilité et de contrôle, ainsi qu'à des cadres d'action, un modèle de gouvernance qui prouve que la démocratie se préserve, qu'elle est adaptée au changement et qu'elle est en mesure de relever les défis actuels et à venir. Je vous invite à faire preuve de créativité et d'audace dans la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carrie-Anne. Bien, c'est ainsi que s'achève l'ouverture du Forum mondial. Je crois que nous pouvons sincèrement remercier nos intervenants de cette première partie qui ont mis la barre assez haut, qui ont montré le niveau d'ambition qu'ont les pays et dans leurs interventions, je crois qu'ils ont vraiment bien préparé le terrain pour les discussions qui auront lieu tout au cours de la journée. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Comme l'a très bien dit la secrétaire générale adjointe, l'OCDE lance aujourd'hui ce livre, cette œuvre très importante. Voilà, je vous le montre. Je ne sais pas s'il y aura des exemplaires à l'extérieur de la salle. Sinon, bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à en prendre un de ces exemplaires. Vous le trouverez en tout cas sur le site de l'OCDE. Il ne s'agit pas simplement de l'avoir, il faut le lire. Alors, à l'OCDE, voilà, on publie parfois des gros livres, qu'on met au bas de la porte, ça permet d'éviter les courants d'air. Non. Mais voilà, ce livre, cette œuvre, ceci, c'est différent. C'est un livre très, très important. Donc, s'il vous plaît, utilisez-le, lisez-le plutôt. Ne l'utilisez pas simplement pour couper les courants d'air. Et donc, ça concerne un agenda qui est bien en cours. Et donc, une fois de plus, je voudrais qu'on remercie nos intervenants clés et je vous propose maintenant de passer à la première session plénière intitulée « Prendre le pouls dans les démocraties de l'OCDE, la confiance dans les institutions publiques ».